Aujourd'hui, à Riposte, qu'il soit résolu d'établir le droit à l'oubli sur l'Internet à 10 ans. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Riposte. Je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur aujourd'hui. Et oui, nous sommes déjà rendus à notre 5e finale de Riposte. Les étudiants ici présents vont vont faire une joute oratoire corsée et endiablée pour vous aujourd'hui. Et oui, nous avons un gros sujet, un sujet complexe, un sujet qui comporte plusieurs technicalités, plusieurs nuances, qu'il soit résolu d'établir le droit à l'oubli sur l'Internet à 10 ans. Donc, d'abord, nous sommes dans un contexte de croissance constante des réseaux sociaux et accumulation exponentielle de l'information sur Internet. Ce constat soulève de nombreuses questions au sujet de la propriété du contenu publié et aussi de la réutilisation du matériel trouvé sur l'Internet. Ça, c'est notre contexte. Ensuite, cet enjeu du droit à l'oubli sur l'Internet apporte nécessairement plusieurs subtilités, plusieurs nouvelles nuances, comme d'abord le droit à l'oubli. Est-ce que ça signifierait notamment le droit d'être déréférencé? En bref, cette idée de déréférencement, c'est la suppression de certains ou de la totalité des résultats associés à votre nom, par exemple, ou des résultats dans les moteurs de recherche tels Google et autres moteurs de recherche. Par exemple, il peut s'agir d'avoir un homonyme qui a commis un geste répréhensible et on y associe votre photo, par accident, trouvée sur Facebook, car vous avez le même nom. On pense que c'est vous lorsqu'on associe la recherche dans Google. De plus, lorsqu'on fait une recherche, souvent, ça va être le profil Facebook, Twitter, ou encore les blogs qu'on a publiés ou les photos qu'on a mises qui vont ressortir en premier. Cette question du droit à l'oubli soulève plusieurs enjeux. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on devrait pouvoir reprendre ça? Ou est-ce qu'après un certain temps, on devrait pouvoir laisser l'information aller, à 10 ans qui est fixé aujourd'hui pour la motion. Par ailleurs, l'enjeu du droit à l'oubli soulève aussi une question pour la société et la démocratie. Par exemple, est-ce que le droit à l'oubli est plus important que le droit à l'information du public? Nous voulons savoir si, par exemple, un candidat politique a, dans sa jeunesse, tenu des propos X ou Y. On voudrait avoir cette information-là. Ensuite, certains pourraient qualifier la proposition d'une tentative de censure, le fait qu'on enlève le référencement, on enlève ces archives de l'Internet. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs aspects à cet enjeu, cette motion, des pour et des contre, et ça va être la tâche difficile aujourd'hui de nos panélistes, de nos débatteurs. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Vous allez certainement les reconnaître, car ils sont rendus en finale. C'est déjà leur 3e épisode cette saison. Donc, tout d'abord, nous avons la chance d'avoir M. Nicolas Doiron comme M. le Premier ministre aujourd'hui. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Nicolas étudie en sciences politiques et en administration publique à l'Université d'Ottawa. Ailleurs, son collègue David Gakwarere comme membre du gouvernement. Bonjour, David. Bonjour, Simon Nicolas. David étudie également en sciences politiques et en administration publique ici à l'Université d'Ottawa. Pour s'opposer à cette motion, nous avons la chance d'avoir comme chef de l'opposition Mme Cassandra Simon. Bonjour, Cassandra. Bonjour. Cassandra, elle, étudie en lettres françaises ici à l'Université d'Ottawa. Et finalement, pour l'appuyer, comme membre de l'opposition, nous avons la chance d'avoir Vicky Lalande. Bonjour, Vicky. Bonjour, Simon Nicolas. Vicky, elle, étudie en psychologie. Donc, on peut voir, on a des gens de plusieurs horizons. Et nous avons maintenant aussi, comme c'est la finale de Riposte, nous n'avons pas 2 juges comme d'habitude, mais nous avons la chance d'avoir 3 juges. D'abord et avant tout, notre juge maison, notre juge en chef, Mme Caddy Colaté. Bonjour, Caddy. Bonjour, Simon Nicolas. Et dans un deuxième temps, nous avons l'honneur d'avoir comme juge Mme Florence Ferrari. Mme Ferrari est ministre conseillère et chef de la mission adjointe à l'ambassade de France au Canada. Bonjour, Mme Ferrari. Bonjour. Ensuite, comme 3e juge, nous avons la chance d'avoir parmi nous M. Carole Jolin. M. Jolin est présentement président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et comme on le sait, il a été anciennement enseignant et a enseigné le débat. Bonjour, M. Jolin. Bonjour, Simon Nicolas. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les positions des débatteurs ici présents leur ont été imposées et que les arguments évoqués ici ne sont pas nécessairement leur opinion. Et donc, ça a pour but d'engager le débat. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. le Premier ministre pour son discours d'introduction.
d'une durée de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêts. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En 2017, lors de la tuerie de Las Vegas, des individus ont saisi des photos sur Facebook de M. Gary Danley et qui ont circulé en ligne en prétendant qu'il était le tueur. Et le contenu a été vu par 77 000 personnes. Le problème, c'était une fausse accusation. C'était un homme qui n'était même pas sur le lieu du crime, mais qui a été victime de cette fausse rumeur. Voilà la résolution aujourd'hui, Monsieur le Président, qu'il soit résolu de fixer à 10 ans le droit d'oubli sur Internet. Nos définitions, où il s'agit bien au Canada, le droit d'oubli s'applique s'il répond à l'un des 5 critères suivants. Alors, si le contenu n'a aucune valeur publique, est inexact, est incomplète, est malicieuse ou est confidentielle, voici nos critères. Fixé à 10 ans, c'est que le contenu doit être effacé et ne pas apparaître pour 10 ans après que ça a été diffusé sur Internet. Qui doit enlever ce contenu? Eh bien, nous avons un modèle qui est très similaire à l'Union européenne, mais qui est bonifié. Alors, c'est soit l'individu ou quelqu'un qui représente l'individu qui soumet une demande. Il s'agit soit des engins de recherche qui doivent enlever des liens, donc Google, Bing, Yahoo, ou des sources de contenu canadiens, comme les sites Internet ou les médias sociaux. Ces entreprises doivent avoir un processus de plainte où l'individu remplit un formulaire en ligne pour justifier pourquoi, selon nos critères, le contenu devrait être enlevé ou seulement une partie du contenu. Si un engin de recherche refuse d'enlever le lien sur Internet ou la source du contenu, le plaignant peut porter en appel sa décision au Commissariat à la protection de la vie privée au Canada si elle le juge nécessaire pour voir si la décision peut être renvoyée. Mes arguments aujourd'hui. Numéro 1, les dangers du statu quo, Monsieur le Président. Le droit à la vie privée est extrêmement important. L'article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés dit que chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Le droit à la vie privée a été érodé, Monsieur le Président, au fil du temps. Le monde est de plus en plus branché. Mais comme l'a dit le commissaire à la vie privée, M. Daniel Therrien, il est de plus en plus difficile de protéger notre réputation à l'ère numérique. En effet, une fois qu'un contenu est affiché, il peut être vu par des milliers, voire des millions de personnes autour du monde, Monsieur le Président. Ce qui est terrible, c'est que souvent, il y a un manque de consentement. Il y a des gens qui sont les victimes. Je sais ce que veut dire l'opposition. Le public a le droit à l'information. Eh bien, Monsieur le Président, l'information dont nous parlons n'est pas dans l'intérêt du public. Nous parlons des cas de cyberintimidation, de la vengeance pornographique, donc la publication d'un contenu sexuel sans le consentement d'une personne. Ça a d'ailleurs été le cas avec un juge au Manitoba il y a quelques mois. Le chantage, par exemple, en mettant les informations personnelles en ligne d'un individu sans son consentement. Des fausses nouvelles, oui, le fake news, Monsieur le Président. Des victimes, des personnes innocentes comme M. Delaney qui ne veulent pas être associées pour être des tueurs pour des crimes. Et comme nous savons, malheureusement, en raison des mouvements de masse, il y a tellement de gens qui vont croire une rumeur sans forcément avoir les bonnes informations et elle peut se propager très rapidement. Pourquoi est-ce que nous avons un problème? Les recours actuels sur les sites web et les engins de recherche ne fonctionnent pas. Par exemple, Facebook a un paramètre pour signaler un contenu inapproprié, mais ça prend un grand nombre de personnes pour signaler une plainte avant qu'elle ne soit même traitée. Et une fois que la plainte est traitée, rien ne garantit que son contenu sera enlevé. Alors, qu'est-ce qui change avec notre motion? Nous avons 5 critères qui sont bien définis, qui sont bien précis, et Facebook serait légalement tenu de revoir ce contenu. Alors, nous, on va changer le status quo, on va protéger les victimes avec cette motion, on va leur donner des outils. Deuxième point, on veut garantir l'autonomie. Une conséquence directe de l'érosion du droit à la vie privée, c'est une perte d'autonomie d'un individu, Monsieur le Président. Le commissaire à la vie privée, Daniel Therrien, dit que les gens doivent se développer comme personnes sans craindre que leur trace numérique n'entraîne un traitement injuste. Et alors, nous pensons que c'est injuste, que l'on ne contrôle pas forcément ce qui est dit de nous, mais que ça nous définit en tant que personne. Un individu est bien plus qu'un simple détail gênant, Monsieur le Président. Il a des habiletés, il a des compétences, il a un plein potentiel. Mais parfois, une situation sur Internet peut dénaturiser, peut traumatiser et peut stigmatiser l'individu. Dans le cas de Reputea Parsons en Nouvelle-Écosse, c'était une jeune de 15 ans. Elle a été violée à un party par 4 jeunes hommes. Ils ont mis des photos sur Facebook et ça a rapidement été partagé dans toute l'école. Elle a été stigmatisée, elle a été harcelée pour des jours et des jours. Et les images du viol,
Les images du viol étaient en ligne pour plus d'un an, Monsieur le Président. Alors, imaginez tout ce traumatisme, Monsieur le Président. Rita Parsons a dû changer d'école à 3 fois et éventuellement, elle s'est pris la vie. Elle s'est suicidée parce qu'elle n'avait plus de vie, parce qu'on lui avait enlevé sa vie. Alors, notre législation contraint Facebook d'enlever une image pour au moins 10 ans. Et 10 ans, c'est longtemps. Cela donne du temps aux gens pour avoir un répit, pour le prendre en main, leur propre destin, et de se remettre d'un traumatisme pour sauver leur propre avenir. Dernier argument, hausser la barre pour le droit d'oubli. Nous avons une approche bonifiée. On adresse les lacunes majeures dans les juridictions actuelles sur le droit d'oubli. 1. Notre législation n'est pas vague, elle est très claire avec les 5 critères. On s'attaque à la fois à l'enjeu de recherche et aussi à la source du contenu. Et dans nos critères, nous avons une approche balancée entre le droit à la vie privée et le droit à l'information. En faisant cela, nous autres, nous allons être des leaders mondiaux pour démontrer comment on devrait réformer et comment on devrait avoir de bonnes législations qui assurent le droit à l'oubli de façon balancée. L'opposition va souvent dire que ça s'applique seulement au Canada. Mais, Monsieur le Président, il faut bien commencer quelque part. On ne peut pas juste dire qu'on ne va pas adresser le réchauffement climatique parce que, bon, c'est un enjeu global. Il faut commencer au Canada et, justement, montrer le bon exemple. Et nous voulons éventuellement la standardisation des normes internationales. Alors, c'est pour ces raisons, Monsieur le Président, que nous voulons balancer le droit à la vie privée et le droit à l'information pour adresser les craintes des victimes et avoir un meilleur avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ce premier discours enflammé. Donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant la membre de l'opposition pour sa première riposte. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, en tant que membre de l'opposition, nous croyons fermement que le gouvernement se trompe en proposant une motion inutile et même nuisible pour l'ensemble des citoyens canadiens. Il faut d'abord bien savoir que le droit à l'oubli, il faut séparer qu'est-ce qui est les données personnelles qu'on met nous-mêmes sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social et ce que les autres disent sur nous. Parce que tout ce qu'on va mettre nous-mêmes, on est capable de nous les supprimer, tout simplement. Je vais apporter 3 arguments. Mon premier sera la démocratisation de l'information. Mon second, le droit à la mémoire. Et finalement, mon troisième, fausse solution pour un faux problème. Démocratisation de l'information. Beaucoup d'informations se retrouvent en ligne. Il est important de garantir un accès rapide à cette information pour tout le monde de façon équitable et efficace. L'Internet s'agit du média de circulation, le média social de libre circulation à l'information le plus simple d'usage aujourd'hui. Mais Internet est aussi un labyrinthe. Un labyrinthe est le moteur de recherche et la façon la plus simple de s'y repérer. En désindexant un document, on enlève le droit au public d'avoir accès à de l'information qui pourrait sembler non importante à un moment, mais qui pourrait tout à fait devenir très pertinente dans le futur. Par exemple, Google, en France, a déjà accepté de retirer des traces de la participation à un groupe politique sur quelqu'un. Ça pourrait être important pour le public de le savoir, puisque cette personne pourrait devenir un personnage public important. Ça pourrait être un prof d'université, un porte-parole, un politicien, un journaliste. Et la compréhension et le jugement critique de ses paroles passent par son parcours. Et tous les citoyens devraient pouvoir avoir accès à ces informations facilement. Bien sûr, tout ce qui est sur Internet ne servira pas à tout le monde. Mais selon la démocratie et le droit d'accès à l'information, les gens devraient avoir le droit de choisir ce qui est important ou non en termes d'information. Je passe maintenant à mon second argument, le droit à la mémoire. Sur le web, il y a des rapports gouvernementaux, des traces de tous les procès, des articles d'actualité, des textes d'opinion et encore bien d'autres choses qui nous donnent des indications précises sur les mentalités. C'est comme si tout le monde participait à rédiger un peu notre histoire commune. De plus en plus, les archives quittent le monde du papier pour s'inscrire dans un monde virtuel. Depuis janvier dernier, la presse ne publie plus des journaux papier. Dans le futur, une grande partie de l'histoire du 21e siècle ne sera qu'inscrite en ligne. Ce sera alors essentiel de pouvoir se fier au moteur de recherche afin d'éviter de répéter nos erreurs et comprendre l'origine des enjeux d'actualité. Le droit à l'oubli, ça fait en sorte qu'il y a des trous dans notre société, dans notre mémoire, dans notre histoire. Chaque fois qu'on permet à un individu d'effacer des liens qui le concernent, on perd une petite partie de notre histoire et on fausse les statistiques qui sont établies dans le futur et qui influenceront peut-être nos décisions les plus importantes. Mon troisième argument, fausse solution pour un faux problème. L'information passe déjà par un fil qui détermine sa pertinence. Le droit ou l'oubli est donc complètement inutile. Pour éviter les poursuites,
Les gens se posent des questions avant de publier. L'information est pertinente, ou du moins selon son point de vue. Juste une seconde. Le droit à l'oubli va nuire aux prochaines personnes qui chercheront cette information. Cependant, la personne qui a publié l'information n'est pas consultée alors que c'est elle qui connaît le mieux la raison pourquoi elle a publié cet article-là. Ça arrive que les informations personnelles soient publiées dans le but de nuire à quelqu'un. Mais les gens sont déjà protégés par des lois sur la diffamation et la cyber-intimidation. Contrairement à ce que le gouvernement propose, c'est-à-dire d'attendre 10 ans avant de pouvoir poursuivre, nous, on peut le poursuivre directement en cours. En plus, les liens seront seulement déréférencés. Mais une personne qui connaît le nom de la page ou a l'information sur son ordinateur peut relancer la diffamation. Dans le cas de la poursuite, la victime est beaucoup mieux protégée puisque l'information sera détruite et interdite à la relance. Le droit à l'oubli est donc inutile pour protéger la réputation des gens efficacement. Et le gouvernement propose une potion qui ne règle aucun problème. Oui. Ben, je trouve votre point vraiment intéressant parce que je ne sais pas si vous avez écouté mon discours. Comment est-ce que la pornographie juvénile, illégale, comme le cas de Richard Parsons, ça fait partie de l'histoire et ça devrait être vu par le public? Comment est-ce que ça, c'est justifié pour le cyberbullying? Dans le système de justice canadienne, le cas de tout ce qui est de la cyberintimidation, de la diffamation, a des règlements puis des lois pour contrer à ça. Fait que le cas de pornographie juvénile, si on voit que ça contrevient à ces personnes qui ont été dans ces vidéos-là, ils vont pouvoir être retirés parce que ça a une atteinte directement à la personne. Maintenant, je passe aux réfutations. Dans le premier, c'est le danger du statu quo. Je veux juste rappeler que, par exemple, vous avez justement parlé de la réfutation. Je pense que je l'ai bien réfuté dans mon dernier argument. De toute façon, ça vous prend 10 ans avant même de pouvoir demander de déréférencer un site. Nous, on propose de le faire tout de suite et dans moins de 10 ans, et la personne pourra être protégée immédiatement et non devoir attendre. Réfutation numéro 2 par rapport à l'important de savoir à long terme. Vous parlez beaucoup de la diffamation et des choses comme ça. Puis, je tiens à rappeler que votre proposition, c'est dans 10 ans. Fait que les problèmes qu'il y a en ce moment, ça ne sera pas réglé. Ça va prendre 10 ans avant que ce soit réglé. Fait que la réputation de quelqu'un a vraiment le temps de se détruire en attendant qu'il puisse seulement demander la permission de changer ça. Finalement, aussi là-bas, moi, je dis qu'on ne veut pas être le leader mondial de la censure et donner un pouvoir à un moteur de recherche qui n'est pas public. Fait que je ne suis pas certaine qu'on va être ce leader-là. Donc, finalement, je vais juste rappeler, Nietzsche disait « L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue ». Donc, nous, l'Internet, c'est un recensement de mémoire, c'est de l'information pertinente et on a tout déjà en notre possession pour nous protéger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la membre de l'opposition, pour ce passionné discours. Donc, nous avons déjà eu une très bonne introduction de part et d'autre. On nous a parlé d'un côté des dangers du statu quo, de la protection de la vie privée, et de l'autre côté, on nous a parlé de la démocratisation, de l'information, du droit à la mémoire. Donc, nous allons prendre une courte pause et au retour, les premières analyses de notre juge en chef. Nous sommes de retour à riposte avec la motion suivante aujourd'hui, qu'il soit résolu d'établir le droit à l'oubli sur l'Internet à 10 ans. Donc, nous venons d'entendre les 2 premiers discours. C'est maintenant le temps d'aller voir notre juge en chef. Alors, Kadi, qu'avez-vous pensé du débat jusqu'à présent? Bon, eh bien, d'abord, j'aimerais commencer en félicitant les 2 premiers orateurs-oratrices. Je pense qu'on a effectivement un débat de qualité qui est devant nos yeux et que ça s'enligne pour certainement s'enflammer davantage. Donc, je vais d'abord commencer en faisant une rétroaction par rapport au premier discours du premier ministre. Je pense qu'on a très bien cerné l'enjeu de la motion. On a bien balisé aussi avec des références dans le réel, étant donné que, oui, la motion dont on parle aujourd'hui a des répercussions dans chacune de nos vies, étant donné l'importance que la circulation de l'information et Internet dans chacune de nos vies. Je vais d'abord commencer en revenant sur les arguments. D'abord, en général, tous les arguments étaient très bien ficelés, très bien amenés. On aurait peut-être préféré que vous ayez davantage de temps consacré à votre argument, à votre dernier argument, l'argument numéro 3, mais je pense que pour les bienfaits de la balisation de la motion, du contexte aussi qui entourait la motion, vous avez très bien fait en termes de gestion du temps. Pour votre premier argument, le danger du statu quo, c'était très bien, ça a été très bien amené et en plus, il y avait beaucoup d'exemples pour appuyer votre point.
Donc, je n'ai pas de suggestion de bonification à faire pour cet argument-là. Deuxième argument, garantir l'autonomie. Vous avez vraiment martelé que ça donnait du temps aux gens pour revenir à la charge. Je pense que c'était important et cet argument-là était bien appuyé dans son mécanisme, c'est-à-dire qu'on a pu voir qu'est-ce que ça avait comme impact vraiment de telles fuites d'informations, de tels dérapages sur Internet. Effectivement, je pense que vous avez bien conclu votre discours en rappelant votre position. Donc, très beau discours pour le premier ministre. À présent, je vais passer à la membre de l'opposition. Vous avez commencé en ramenant le débat, en recentrant le débat. Vous, vraiment, votre axe, c'est de dire que non, c'est inutile. Et effectivement, vous en avez fait un argument, ce qui était fort bien de votre part. Je pense aussi que vous avez bien cerné les enjeux du débat. Donc, je vais commencer avec votre premier argument. Démocratisation de l'information. Je pense que c'était la ligne directrice à avoir de votre côté, considérant qu'il y a cet enjeu-là qui se pose par rapport à la motion d'aujourd'hui. Par rapport à l'accès à l'information, vous avez bien cerné qu'est-ce qu'était dans la vie de tous les jours Internet. Je pense que vous l'avez aussi, ça a été fait de bonne façon du côté du gouvernement, mais également du vôtre. J'ai beaucoup aimé vos exemples, autant pour cet argument-ci que ceux qui ont suivi. En général, vous avez eu une très bonne gestion du temps, autant pour les arguments, ils étaient bien ficelés, il y avait l'ensemble des mécanismes souhaités. Et j'ai beaucoup aimé votre argument concernant le droit de mémoire. Je pense que c'était bien trouvé de votre part. Et finalement, les réfutations tenaient, considérant que vous avez pu faire un retour sur vos arguments, mais également réfuter ce qui a été dit par le gouvernement avec justement ce qui avait été dit dans vos argumentations, dans votre argumentation. Pour conclure, j'ai très hâte de voir la suite du débat. Je pense que le débat est très bien lancé, déjà bien amorcé, et je vais m'arrêter là. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Kadi, pour votre analyse très pertinente et nous avoir décortiqué les deux premiers discours. Donc, maintenant, nous allons passer à Monsieur le membre du gouvernement pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci, M. Simon-Nicolas. Merci aux juges et aux membres ici présents de Béatrice Deloge et tout le monde d'ailleurs, tout aussi. Merci de prendre part à ce débat. Je vais commencer tout d'abord en recentrant le débat. Je pense que c'est très important de le faire. Alors qu'ici, on a mis les bonnes balises en disant qu'on fixe à 10 ans. Donc, sur une période de 10 ans, on pourra déréférencer et ensuite désindexer. Donc, c'est vraiment important qu'on sache que c'est ça et la durée et c'est comme ça que ça s'articule. Mais aussi, l'importance ici qu'on donne, alors que ce que l'on ne contrôle pas ne devrait pas nous définir. Le premier argument ici que j'amènerais, c'est que c'est la fortification du système actuel pour ensuite parler de mon deuxième argument, l'aspect pédagogique et éducationnel de la chose. Ici, ce qu'on amène, c'est que le postulat qu'on amène, c'est qu'il est possible d'avoir une balance entre la protection de la vie privée et aussi la liberté d'expression. En effet, ça ne discrédite pas ni mine notre engagement aux droits fondamentaux, à la liberté des médias ou à la liberté d'expression. En fait, ça marche en parallèle et ça sécurise et garantit les conditions nécessaires à la liberté d'expression tout en préservant l'égalité des opportunités à l'ère numérique, plus précisément par l'entreprise du respect à la vie privée. Dans ces conditions, cela encourage, par exemple, l'intégrité journalistique, la déontologie et les codes déontologiques, tant dans le métier du journaliste ou dans les autres, mais vient aussi donner d'autres outils à eux, à leurs sources, pour avoir une belle représentation. Ça aussi, en retour, donne et adopte des saines habitudes pour ce qui sortira de cela, par exemple, la qualité de l'information qui sera sortie dans les médias ou ailleurs. On œuvre ici alors dans le souci d'adhérer à cette balance entre, encore une fois, l'accès à l'information d'autrui, tout en respectant ses droits. D'un deuxième point de vue un peu plus technique, cela nous donne aussi des outils pour adresser un grave problème omniprésent de nos jours, soit l'imprédictibilité des algorithmes. En effet, les algorithmes et l'ensemble des règles opératoires propres à un calcul en tant que tel, et dans le cas qui nous concerne, nous sommes en ce moment au joug d'un algorithme, alors qu'il produit les résultats les plus populaires, peu importe leur contenu. Qu'ils soient biaisés, qu'ils soient inexacts, qu'ils viennent faire des méfaits à autrui, ils ne font que les produire suivant le nombre de clics. Et dans le cas, par exemple, de Jerry Danley qui a été mentionné, mais aussi de Sunil Tripathi, qui, lui, homme de 22 ans, avait été mis pour chercher lorsqu'il était disparu à Boston, et son visage étant ce qu'il est, ressemblant un peu au visage du deuxième suspect des attentats de Boston, a été mis exactement
considéré comme le même suspect, et tant lui, sa famille ou autrui ont été harcelés sans cesse, alors que erronément, ce n'était pas la bonne personne. Donc, c'est important ici de savoir, de un, que les algorithmes sont faillibles, mais aussi de se doter d'une force ou d'une façon ou d'un moyen pour réussir à faire en sorte que leurs abus ne puissent pas continuer. Il faut limiter les algorithmes et, justement, en faisant ça, je vais prendre une question sous peu, sur une période de 10 ans, par exemple, le nombre de clics vont baisser et, par exemple, suite à cette période, la recherche serait plus difficile à trouver. Je prendrai votre question maintenant. Comment s'assurer que le moteur de recherche avec qui vous allez faire référence n'aura pas de billets comme pour le traitement des demandes? Ben ça, c'est exactement, mais c'est un très bon cas. On s'est inspiré aussi des autres cas. Par exemple, en Europe, il y a un panel d'experts qui est aussi là, qui siège et qui promue et qui fait en sorte de garder un bon sens strict et neutre et faire du cas par cas qui est vraiment essentiel dans ces demandes ici. Pour aller et suivre dans mes autres arguments, ça va aussi changer d'autres industries, par exemple l'industrie du travail. Ici, pour les employeurs, on va prévenir le fait que certains employeurs vont faire des recherches. Je me rappelle, quand je vais à un emploi, je peux m'attendre à ce que quelqu'un fasse une recherche Google pour trouver qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais là, on prévient ici une discrimination systématique dans les pratiques d'embauche et aussi à l'emploi. On ne va pas trier, on ne va pas sélectionner en se basant sur les facteurs ayant moins de cas. Et finalement, comme on dit, on ne se donne pas l'habilité de changer le passé, mais plutôt de contrôler une petite partie de ce qu'on a fait dans le passé et sa présence et sa trace numérique qu'on laisse sur Internet. Pour l'aspect pédagogique et éducationnel, rapidement, on essaie ici de créer un objectif et d'aider à créer un environnement en ligne avec les gens pourront se servir d'Internet pour explorer leurs intérêts et se développer comme personnes sans craindre que leur trace numérique n'entraîne un traitement injuste. C'est une citation de Daniel Terrien, qui est le commissaire à la vie privée, qui renchérit aussi l'importance de l'éducation, justement, et faire en sorte qu'on ait des cybercitoyens bien cernés et bien en lien avec leur citoyenneté. Allons maintenant pour la réfutation des propos qu'on a entendus un peu plus tôt par la membre de l'opposition. La démocratie de l'information. Ici, une parole a été dite qui est très forte et très bonne. L'Internet est un labyrinthe. C'est difficile de trouver et tout ce qu'ils font, en fait, je l'ai expliqué plus tôt, les algorithmes ne font que générer ce qui est le plus populaire. Pas ce qui est le plus pertinent nécessairement, mais ce qui est le plus optimisé par la recherche, soit payante, soit par des ads, ou parce que dans le moment, par exemple, où est-ce qu'on a des déboulements ou des syndromes de meute en tant que tel, parce que plusieurs personnes vont derrière une nouvelle, qu'elle soit fausse ou non, et qu'elle génère une certaine popularité. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est bon et qui ne réussit pas à aller avec notre système de 5 critères, soit l'intérêt public, qui soit inexact, incomplet, malicieux ou confidentiel. Et aussi, l'autre aspect, c'est que trop souvent, c'est trop rapide. Ce qui fait en sorte qu'on peut voir des éléments comme les tueurs en série, les tueurs de Las Vegas, mais aussi de Sunny Tripathi. Sur le droit de la mémoire en tant que tel, il ne faut pas être alarmiste. D'autres faits, par exemple, au Royaume-Uni, que seulement 184 cas ont été fournis par Google. C'est pas tout le monde qui va appliquer du jour au lendemain, et c'est pas tout le monde non plus qui va être ajouté ou enlevé ou déréférencé. Si les balises ne sont pas respectées, alors il n'y aura en aucun cas il y aura un refus de la demande en tant que telle. Et les fausses solutions aux faux problèmes, c'est tout simplement dire que c'est un long processus qu'on met en ordre et il faut agir aujourd'hui en tant que tel. C'est une vague qu'on voit partout, tant en Europe, tant ici. Et nous, on décide d'agir aujourd'hui, mais d'une façon bien balisée. Et finalement, c'est vraiment important qu'on se rappelle rapidement les faits que mon cher membre du gouvernement m'a dit plus tôt, soit le danger du statu quo, que si on ne fait rien, il n'y a rien de pire en ce moment. Les personnes et des vies sont en danger et ne pas agir serait rien de pire. Et il faut garantir aussi l'autonomie de chacun pour qu'on choisisse ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas et finalement hausser la barre et montrer un exemple planétaire. Merci. Merci beaucoup, monsieur le membre du gouvernement. Donc, j'inviterai maintenant madame la chef de l'opposition pour un discours de 9 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Merci beaucoup. Alors, je tiendrai d'abord à préciser que le gouvernement semble avoir une vision très pessimiste de ce qui est sur Internet et de ce qui se retrouve sur Internet. Or, si vous avez déjà fait une recherche, vous vous êtes certainement rendu compte que la majorité des liens qu'on trouve sont des liens d'information, des textes d'opinion, des images, des blagues. Et en fait, c'est pas, la majorité des choses sur Internet ne sont pas nuisibles pour des personnes. Alors, je vais passer à 2 nouveaux arguments. Premièrement, éviter les biais du privé et finalement, le village global. Alors, éviter les biais du privé. Pour nous, à l'opposition, la responsabilité de balancer la liberté d'expression, les droits et le droit à la vie privée, ça ne devrait appartenir qu'aux tribunaux et non pas à des entreprises privées. Parce qu'on oublie trop souvent que les moteurs de recherche comme Google et Yahoo sont des entreprises privées qui ont des intérêts et qu'elles veulent protéger leurs intérêts.
Ainsi, Google a admis lui-même, par rapport au droit à l'oubli en Europe, qu'il a tendance à traiter les cas plus rapidement pour économiser ses ressources, et puis qu'il a aussi une forte tendance à accepter la plupart des demandes pour éviter des poursuites par la suite. En plus, ces décisions peuvent être extrêmement biaisées par les valeurs personnelles des personnes qui sont sur le comité, parce que les balises données par les membres d'opposition, bien que sincèrement par les membres du gouvernement, bien que de très bonnes intentions, sont très interprétables. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Google, en Europe, a refusé de supprimer un lien qui disait qu'une personne était associée à une organisation terroriste il y a 20 ans, mais il a accepté d'en supprimer plusieurs qui disaient qu'un banquier avait fraudé et volé des personnes âgées. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est le plus important? Ça, c'est le résultat d'un choix que Google a fait et qui devrait être entre les mains de la population et des tribunaux canadiens qui représentent nos valeurs. Finalement, je passe à mon deuxième argument, le village global. Internet, c'est un espace qui permet d'échanger de l'information de manière globale entre plusieurs personnes. Alors, toute manipulation de son contenu devrait toujours garder en tête cet aspect international. Pour le contourner, je ne sais pas comment les membres du gouvernement prévoient le faire. La Chine utilise la géolocalisation pour s'assurer que sa population n'a accès qu'aux liens auxquels elles veulent qu'ils aient accès. Sauf que pour la protéger, la vie privée, c'est d'une aucune efficacité, parce que là, les personnes dans d'autres pays auraient accès aux liens compromettants quand même. Alors, est-ce qu'en tant que Canadien, on peut obliger tout le monde à ne plus avoir accès à une information parce que nos valeurs nous disent que cette information-là est mauvaise et nuisible? Puis est-ce qu'un formulaire, puis Google pourrait prendre cette décision-là? Nous, à l'opposition, on croit que la façon de comprendre la liberté d'expression et la vie privée varie énormément d'un pays à l'autre. Et si le Canada se donne ce droit-là, d'autres pays vont vouloir avoir ce droit-là, et peut-être que nous, on ne veut pas que les autres l'aillent, mais ça, c'est très hypocrite de notre part. Il y a des gens qui vont juger certaines choses dignes d'être oubliées, alors que nous, on va juger que c'est une information capitale et très importante. Aucun pays ne peut justifier qu'on favorise sa manière de voir les choses pour contrôler le contenu qui est disponible en ligne, surtout le Canada, qui affirme être un État démocratique tourné vers la liberté et l'égalité entre les personnes. Je vais maintenant passer à la réfutation. Donc, le membre du gouvernement a dit qu'il fallait balancer la vie privée et la liberté d'expression. On est tout à fait d'accord. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est important que ça reste entre les mains des tribunaux. Quand il a parlé de pédagogie, moi, je crois que la pédagogie passe d'abord par l'information et par les connaissances. Alors, d'aller voir, de taper sur quelque chose sur Google et de peut-être ne pas avoir accès à la moitié des liens qui ont rapport avec ça, parce que quelqu'un a fait une erreur quelque part et que ça n'aurait pas été dans les tribunaux, que ça n'aurait pas été jugé de manière équitable, moi, je trouve que ça, c'est très peu pédagogique et ça contribue à la désinformation, au contraire. On nous ramène souvent l'exemple des personnes qui ont vraiment subi de la cyberintimidation ou de la désinformation et de la diffamation. Mais il y a des lois au Canada pour ça qui sont aujourd'hui assez efficaces. Et puis, quand c'est une question vraiment délicate, parce qu'on est d'accord, parfois, il arrive des choses et la justice est difficile à accéder. Si quelqu'un tue une autre personne, on ne va pas remplir un formulaire pour décider est-ce qu'il est coupable ou non, sans jamais aller le consulter, sans jamais voir sans jamais essayer de voir s'il y a d'autres circonstances atténuantes, si la personne est vraiment coupable. On va faire une enquête. Et puis ça, c'est le rôle des tribunaux. C'est pas le rôle de Google ou de personnes privées qui sont concernées. Ensuite, je vais passer aux arguments de ma collègue. Elle nous a parlé de la démocratisation de l'information. Et puis, on nous a dit que Google avait des comités d'experts et tout ça, mais nous, on croit que, comme on l'a dit, le choix de si une information est importante ou non devrait revenir aux gens, pas aux personnes qui ont des intérêts qui peuvent imposer à toute la planète. Par rapport au droit à la mémoire, on nous a dit qu'il y avait très peu de demandes qui avaient été faites au Royaume-Uni. Par contre, dans l'ensemble de l'Europe, il y a eu plus de 2 millions de demandes qui avaient été faites en 2016. Et Google en accepte presque la moitié. Puis, il y en a certaines là-dedans qui n'acceptent pas parce que c'est des formulaires mal remplis. Donc, en réalité, ils acceptent une grosse partie des demandes et c'est des millions de liens qui sont disparus depuis 2014 en Europe. Alors, quand on nous parle du danger du statu quo, nous, on croit que oui, la vie privée est importante, que oui, la diffamation est quelque chose de grave, qui doit être traité de manière sérieuse, mais justement, ça doit être traité de manière sérieuse, en utilisant nos valeurs et non pas un comité d'experts qui vont délibérer de qu'est-ce qui est moral ou non pour l'ensemble de la planète. Alors, c'est pourquoi à l'opposition, on croit que ça va être extrêmement important de ne pas permettre le droit à l'oubli et au contraire d'essayer de donner nos efforts dans la justice pour garantir un meilleur accès à l'information puis une meilleure balance des valeurs fondamentales.
Alors, nous, on croit qu'on vous a prouvé, en parlant de l'accès à l'information, puis en parlant des risques de censure, l'importance d'accéder à plusieurs connaissances pour se forger une opinion, comme ma collègue l'a dit, pour savoir ce qu'une personne fait avant d'élire un premier ministre, par exemple. On voudrait savoir s'il a déjà fraudé des gens dans une banque. Alors, on considère ici que le gouvernement n'a pas vraiment réussi à nous prouver que le droit à l'oubli protège plus efficacement la vie privée que nos tribunaux actuels. Parce que c'est vrai qu'on souffre beaucoup quand une information négative et fausse sur nous est répandue, mais les recours les plus fiables auxquels on a accès, c'est vraiment la justice canadienne. Et puis, on devrait garantir un accès plus équitable à tout le monde sur cette justice-là. On croit aussi que le gouvernement n'a peut-être pas réussi à nous prouver que l'information pourrait devenir impertinente. Parce qu'en effet, 13% des demandes qui ont été faites en Europe concernaient des articles journaux, des textes d'opinion. Il y a des gens qui ont fait supprimer, un professeur d'université qui a fait supprimer une critique de ses étudiants sur sa façon de faire, par exemple, sur sa façon d'enseigner. Et puis, ça, pour nous, à l'opposition, ce ne sont pas des diffamations, ce sont des textes d'opinion. Et puis, avec le droit à l'oubli, on ne va pas considérer l'opinion de la personne qui a publié l'information, alors que, comme ma collègue l'a dit, c'est elle qui est le plus à même de savoir si cette information-là est importante ou si, vraiment, on pourrait la rectifier. D'ailleurs, pour les informations qui sont rectifiables, c'est déjà possible d'appeler même directement le site web. Pour le problème de la photo, par exemple, on peut contacter directement le journal pour lui faire la présentation du problème. Et puis, il y a eu d'ailleurs dans ce journal-là un erratum qui est apparu très vite et qui ont essayé de répandre le plus rapidement possible pour que tout le monde ait accès à cette nouvelle information-là. Donc, c'est beaucoup plus efficace que de simplement déréférencier les liens comme s'ils n'avaient jamais existé, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu, puis il y a des gens qui vont garder ça dans leur mémoire. Finalement, nous, on considère à l'opposition que le droit à l'oubli, c'est le droit de cacher notre histoire, de nous tromper sur nous-mêmes, de tromper nos enfants, sur la réalité actuelle, sur ce qui va se produire. Internet, en ce moment, a comme vocation de répandre l'information, de permettre aux gens de communiquer entre eux, d'échanger. Et puis, il y a une vocation qui est universelle et qui est présente partout sur la planète et qui devrait être... qui devrait, en fait, chambouler l'humanité, un peu de la même façon que l'Écriture le fait il y a 5000 ans de cela. Quand l'Écriture est arrivée, il y a beaucoup de gens qui ont décidé on va brûler les livres qu'on n'aime pas, on va les cacher, on va les retirer. Puis c'était beaucoup plus facile à faire qu'avec Internet parce qu'il y avait peu de livres, ça coûtait cher. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle occasion, on a une nouvelle technologie qui va chambouler toute notre histoire et qui oblige finalement les gens à se tenir en face de la vérité et à vraiment se responsabiliser sur leur action. Alors, on croit à l'opposition qu'il faut saisir la chance d'investir dans ce nouveau monde pour que le réseau informatique remplisse les promesses d'expression et de connaissances qu'il nous a faites. Merci. Merci beaucoup, Madame la chef de l'opposition, pour un très gros discours, un discours chargé d'émotions. Donc, on voit que ça ne laisse personne indifférent. Parlant de ne laisser personne indifférent, je pense que Monsieur le Premier ministre a un dernier 3 minutes qu'il aimerait bien remplir. Donc, la parole est à vous lorsque vous êtes prêt. On a beaucoup de feuilles, hein? Beaucoup de notes. Mais hein. Merci, Monsieur le Président. On voit un côté de l'opposition qui n'a pas écouté les balises que nous avons présentées aujourd'hui et ne comprennent pas le cœur même de la notion d'aujourd'hui. Nous parlons des victimes. Nous parlons des victimes qui sont en train de subir des traumatismes incroyables, Madame la Présidente. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour proposer ceci aujourd'hui. Ils n'ont pas compris nos balises. Nous ne parlons pas des informations politiques des politiciens, parce que ça ne rentre pas dans nos critères aujourd'hui. C'est l'information publique, ce qu'un politicien a fait dans son passé, en longtemps que ce n'est pas de l'information qui est fausse ou de l'information qui n'est pas véridique. Ça doit être ouvert au public. Alors, c'est une contradiction avec ce qu'on a vu de l'autre côté. Et ils disent aussi que, bon, on parle toujours, il faut penser aux criminels ou à la mauvaise information qui va être mise en ligne par Google. Eh bien, en ce moment, Monsieur le Président, 95% des cas que gère Google, c'est juste des citoyens qui veulent avoir leur vie privée protégée. Bon, je vais continuer avec ma réfutation. Donc,
L'autre côté a dit que, bon, la pédagogie, ça doit passer par les connaissances, mais comment est-ce qu'on peut avoir la pédagogie si on a des fausses informations qui circulent? Comment est-ce qu'on peut avoir la bonne éducation? Ça va être la fausse éducation si c'est des faits qui ne sont pas réels, qui ne sont pas justifiés. Ils ont aussi mentionné que les lois au Canada pour la diffamation existent déjà. Monsieur le Président, les tribunaux ont une telle lenteur bureaucratique en ce moment que ça ne fonctionne pas. Surtout, ils sont biaisés et ils ne sont pas en faveur des droits des victimes de viols et d'agressions sexuelles, comme on l'a vu avec le cas de Gian Gomeshi, par exemple, comme on l'a vu avec multiples cas. Et c'est pour cette raison que nous devons hausser la barre avec nos balises que nous avons présentées aujourd'hui. Le côté de l'opposition a aussi dit qu'il faut éviter le biais du privé. Le biais du privé. Mon collègue a parlé du biais des algorithmes. Si tu as de l'information fausse en ligne, le plus que les gens cliquent sur ce lien, le plus qu'il va apparaître comme le numéro 1 parmi les options lorsque tu es en ligne. Ça, c'est le biais des algorithmes. Alors, qu'est-ce qui est mieux? D'avoir un petit biais ici et là pour l'information qui est fausse ou d'avoir des biais pour les informations en ligne qui ne sont pas véridiques, mais qui vont toujours apparaître comme la première source d'information. Ma cristallisation. Nous voyons aujourd'hui que nous devons balancer le droit privé avec le droit à l'information. Le côté de l'opposition nous dit que c'est soit l'un, soit l'autre, mais nous, on dit qu'on peut les balancer ensemble, que les critères auparavant étaient trop vagues, mais nous avons les critères bien définis. Ils ont aussi seulement parlé des torts abstraits, des torts flous. Ils ont parlé de cette mémoire, d'avoir des archives, de lire des livres, des petits journaux, des articles, des blagues. Mais, Monsieur le Président, on vous parle des torts concrets qui n'ont pas adressé. L'intimidation, le droit d'avoir une vie, le droit d'aller chercher un emploi, le droit de commencer et de pouvoir vivre pleinement. Ils n'ont jamais adressé ce point. Et finalement, cette idée de l'efficacité des cours, encore une fois, les cours ne sont pas efficaces en ce moment. Nous sommes en train de renforcer leur efficacité. Nous avons le commissariat à la vie privée qui peut répondre à des plaintes des citoyens. Et c'est pour cette raison que nous sommes farouchement en faveur des droits des victimes, Monsieur le Président, parce que le côté de l'opposition n'a pas compris la motion aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette conclusion très passionnée. Donc, nous allons prendre une courte pause publicitaire et au retour, nous avons l'analyse de nos juges invités. Nous sommes de retour à Riposte et nous venons d'entendre ce grand débat de finale, un débat lourd, un débat chargé de plusieurs notions. Le débat qu'il soit résolu d'établir le droit à l'oubli sur l'Internet à 10 ans. Et pour nous aider à naviguer l'argumentaire qui nous a été présenté par le gouvernement et par l'opposition, nous avons la chance d'accueillir parmi nous deux juges invités aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons entendre Mme Florence Ferrari, comme j'ai mentionné précédemment, ministre conseillère et chef de la mission adjointe à l'ambassade de France au Canada. Donc, Mme Ferrari, qu'avez-vous pensé du débat? Avant toute chose, je dois dire que je suis extrêmement impressionnée. C'est la première fois que j'assiste à ce type de joute oratoire, et en l'occurrence à Riposte. Et donc, ma première remarque, c'est vraiment de vous féliciter, les deux équipes. Je dois dire que c'était de très très bonne qualité, vraiment impressionnant, à la fois écouter et également regarder, parce que vous étiez dans votre rôle. J'aurais quelques remarques à faire sans forcément rentrer dans le détail de l'argumentaire, n'étant pas une spécialiste du sujet. Je crois que le premier élément, c'est que vous êtes de fait dans un jeu de rôle aujourd'hui. Je comprends même que vous n'avez pas choisi vos rôles respectifs. Et là encore, bravo, parce que de part et d'autre, je crois que tant le côté Premier ministre que le côté opposition a vraiment incarné ce rôle, jusque dans la façon d'être extrêmement pleine de pouvoir du Premier ministre, et plus dans l'interrogation du côté de l'opposition. Et ça, je crois que c'est vraiment très important quand on se prête à ce genre de jeu, de véritablement incarner le rôle qu'on nous a assigné. Pour ce qui est du débat lui-même, pendant cette presque heure, j'ai pas exactement calculé, on a navigué
autour de l'ensemble des arguments qui étaient possibles sur ce sujet fort complexe, qu'il s'agisse du référencement, de droit à l'information, de droit à la mémoire, de la défense des victimes. Tous les arguments ont été balayés et je dois dire à chaque fois avec beaucoup de pertinence, au sens où vous avez des deux côtés cherché des exemples précis, essayé d'utiliser l'actualité, également l'état de droit, y compris à l'international. J'étais très heureuse de voir que vous étiez des deux côtés d'une européenne qui est assez en pointe en la matière. Donc là encore, je pense que c'était un bon débat. Enfin, le dernier élément, c'est peut-être le mouvement du débat, je dirais presque la musique du débat, si on essaie d'écouter sans forcément rentrer complètement dans le détail des arguments. C'était extrêmement bien construit, c'est-à-dire qu'il y a eu deux premiers arguments, ensuite d'autres arguments dont l'opposition, ou d'ailleurs par la suite les premiers ministres ont retenu ce qui pouvait être retenu de l'autre côté, ce qui est toujours utile. Il y a eu ce questionnement permanent, et puis il y a eu de nouveaux arguments qui ont été introduits, l'algorithme à un moment donné. Tout ça émaillé de formules parfois chocs, et que j'ai trouvées souvent très, très pertinentes. On ne veut pas être le leader mondial de la censure, par exemple, m'a beaucoup plu. Donc au final, vraiment, nous avons été complètement happé par ce débat, dont je ne dirais pas à ce stade vers lequel mon cœur l'emporte. Mais encore une fois, vraiment bravo à ces deux équipes pour ce très beau moment intellectuel. Je vous remercie beaucoup de votre analyse. C'est vrai que nous avions des très bonnes équipes. Nos finalistes sont très compétents. Donc maintenant, en deuxième temps, nous avons la chance d'avoir comme troisième juge Monsieur Carole Gelin, qui est président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Alors, Monsieur Gelin, qu'avez-vous pensé du débat? Tout d'abord, félicitations aux 4 participants, aux participants. Ça a été un excellent débat, très, très intéressant. Je vous emmènerai, chacune et chacun de vous, je vous emmènerai avec moi pour convaincre un député ou un ministre à Queen's Park, n'importe quand. On aurait sûrement de bonnes discussions avec nos élus. Ceci étant dit, j'ai vu très, très vite la direction que le débat est en train de prendre du côté du gouvernement. On a parlé beaucoup des victimes, très, très bonne recherche, aller chercher des exemples concrets pour appuyer ce que vous disiez et pourquoi il faut aller dans une direction justement pour protéger ces gens-là et avoir le contrôle de l'information qui est là. Du côté de l'opposition, vous avez très bien répondu à la tâche aussi en disant que il y a un système judiciaire qui est là, puis voilà, on a des tribunaux, on a des juges, et il y a des risques de conflit d'intérêts si on laisse des organisations en train de faire le travail avec tout ce que ça peut impliquer de par les intérêts privés qui sont dans ça, et vous en avez très, très bien fait part, et vous l'aviez très, très bien démontré. Aussi, le travail de réfutation était bien amené. J'ai aimé à un moment donné, puis vous étiez capable aussi, vous n'étiez pas juste dans votre bulle parce que vous étiez capable de percevoir que de l'autre côté, la personne avait la main levée pour poser et vous amener une question. D'un côté et de l'autre, vous étiez très, très prête et prêt à répondre parce qu'une partie de se préparer un débat, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre de l'autre côté va dire, c'est toujours ça. Et des fois, de travailler pour désarmer de l'autre côté. Et je l'ai vu à 2 occasions de la part du gouvernement. Je sais ce que l'opposition va dire, et puis ça, le but était très, très simple, c'est d'essayer de vous désarçonner, et puis de l'autre côté de l'opposition, vous étiez prête à ça, et puis vous avez réagi immédiatement. Mais ça prouve ça qu'il y a eu une très, très bonne préparation, et il faut être prêt à ça. Ce que j'ai remarqué au début, avant même que le débat commence, parce que j'aime beaucoup regarder le non-verbal des gens. Et puis, je voyais du côté du gouvernement, on travaillait assidûment à se préparer, le surligneur, les dernières petites choses mises au point. Et d'autre côté, je voyais les dames très sûres d'elles-mêmes. On discutait, on prenait des photos avec l'Assemblée à un certain point. Donc, on voyait que, autant d'un côté et de l'autre, il n'y a pas de mauvaise position, mais on voyait que, la préparation était là. On voulait s'assurer qu'on était parfaitement prêt. Et des petites choses à signaler peut-être. Puis de l'autre côté, bien, on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis
on y va. Peut-être une chose, s'assurer de ce message-là pour les juges avant peut avoir une implication et s'assurer d'arriver puis que tout déjà soit prêt et organisé et prêt à foncer. Parce que juger un débat comme ça, la ligne est très, très, très mince entre ce que je vois, ce que j'ai entendu aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et je vous demanderai en dernier lieu, est-ce qu'il y a un argument qui est allé vous chercher de part et d'autre plus que... Si vous avez un argument fort, on pourrait commencer par Mme Ferrari, si vous voulez. L'argument principal, je pense, c'est que de dire que... C'était l'argument de l'opposition, de dire qu'après tout, la motion proposée par le gouvernement ne changerait rien, parce que l'État législatif permettait déjà de répondre aux inquiétudes posées par le débat. Merci beaucoup. Et vous, M. Jolin? J'en ai une de chaque côté. Du côté du gouvernement, ce qu'on ne contrôle pas ne devrait pas nous définir. Donc, ça, c'est fort. Et de l'autre côté, du côté de l'opposition, la démocratisation de l'information, c'est pas le choix, ne devrait pas être le choix des gens qui ont des intérêts dans les domaines. Je vous remercie beaucoup de votre analyse pertinente, de nous avoir aidé à naviguer à travers ce qui nous a été présenté aujourd'hui. Donc, nous allons prendre une courte pause. Et au retour, c'est le moment fatidique, le moment des verdicts. Au retour de la pause. Nous sommes de retour à Riposte pour le moment de vérité, le moment où nous allons révéler qui sont de ces merveilleux débatteurs, les gagnants du prestigieux titre de champion de Riposte 2017-2018. Donc, nous allons aller vers nos juges. Alors, Madame Ferrari, qu'avez-vous pensé du débat, votre verdict? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un débat exceptionnel et c'est extrêmement compliqué de devoir se prononcer. Si je pouvais donner un prix ex aequo, c'est ce que je ferais, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Donc, je vais essayer, indépendamment des arguments, des positions qui ont été défendues, plus exactement, voir qui m'a le plus convaincu. Et je dois dire que je penche pour l'équipe de l'opposition, parce qu'elles ont réussi à montrer la complexité du débat, tout en défendant avec beaucoup de conviction leur position. Donc, définitivement, l'équipe de Cassandra Vicky. Donc, merci beaucoup. Un premier vote en faveur de l'opposition. Maintenant, M. Jolin, vous êtes le deuxième à parler. Votre verdict. Tout d'abord, merci pour un excellent débat. Très, très intéressant. Je vais vous dire, ça n'a pas été facile de se faire une idée à travers ça. Je viens de passer à travers 4 pages de gribouillage que j'ai fait pour être capable de sortir des éléments. Mais j'ai jugé que les gens de l'opposition avaient fait un excellent travail à débattre la situation comme telle. Le gouvernement a travaillé beaucoup sur l'aspect des victimes et en travaillant du côté de la justice, il me semble que les arguments qui ont été amenés par l'opposition étaient excellents. On a fait référence à la démocratisation, on a fait référence de l'information, on a fait référence à l'histoire comme telle. On n'a plus de livres, on est toutes. Donc, l'argumentation qui était amenée était excellente. Tout de suite, en partant, ils sont arrivés dans leur troisième argument, fausse solution pour un faux problème. Déjà là, ils lançaient très, très fort la direction dans laquelle ils allaient. Et le message à la toute fin, qui a été présenté à la fin du 9 minutes, obliger les gens à se responsabiliser et à être responsables pour leurs actions. Donc, il y a un autre message qui était lancé là, qu'on n'a pas besoin d'une machine pour tout gérer ça. Alors, j'ai vraiment aimé l'argumentation qui a été amenée par l'équipe de l'opposition. Merci beaucoup pour votre verdict. Et maintenant, Mme Kadi Konaté, votre verdict. Oui. Alors, d'abord, je tiens à féliciter chacune des deux équipes. Vous allez faire un débat de qualité à l'ensemble des téléspectateurs et des personnes présentes ici aujourd'hui. Et ça se voit que vous étiez certainement très préparés à offrir un débat. Mais effectivement, je vais aller du même côté que mes co-juges, étant donné que je pense que dans la cristallisation, je pense qu'on a vraiment pu voir l'axe défendu par chacune des équipes et qu'il m'a semblé que l'opposition avait une meilleure vue d'ensemble par rapport au débat d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Kadi. Et donc, c'est l'opposition qui emporte cette finale. Nous pouvons les applaudir. Félicitations.
Très bon débat. Donc, je tiens à rappeler que d'abord et avant tout, les gagnants vont remporter des billets d'avion fournis par l'ambassade de France au Canada pour Paris, ainsi que tous les finalistes vont se mériter des bourses. Donc, j'invite Mme Ferrari à donner les victoires. Voilà, ben bravo. Merci. Félicitations. Merci. Félicitations. Et maintenant, pour l'opposition qui a fait un très bon travail. C'est un plaisir, absolument. Ça va bien. Félicitations. Félicitations. Donc, je tiens tout d'abord à remercier tous nos partenaires qui rendent Riposte possible, que ce soit l'ambassade de France au Canada, le service de vie communautaire de l'Université d'Ottawa, la télévision communautaire Rogers, ainsi que tous les techniciens qui rendent ceci possible. Ensuite, je vous remercie d'avoir assisté assidûment au débat, parce que ce n'est pas facile pour ces jeunes débatteurs de se lancer comme ça dans la gueule du loup et débattre sur des positions qui ne sont pas nécessairement les leurs. Donc, tout le monde mérite une bonne main d'applaudissements. Vraiment fantastique. Je suis Simon-Nicolas Grandmaître et je vous remercie d'avoir écouté Riposte.